Immigration FM est une radio d'information en ligne essentiellement dédiée à la promotion de l'intégration au Canada et à l'intégration multiculturelle et interculturelle des nouveaux arrivants, et ce par le truchement des émissions, des reportages, des documentaires, des débats et des entrevues. Notre objectif est de faciliter la compréhension par l'information, la sensibilisation et la vulgarisation des détails de procédures, des programmes d'immigration et d'établissement en faisant intervenir différents acteurs. Avec un vaste auditoire composé dans sa grande majorité des francophones du Canada, d'Afrique et d'Europe, Immigration FM ambitionne d'être un vecteur d'intégration pour les nouveaux arrivants. Immigration au Canada, la fin du mythe du pays de l'immigration, c'est le thème consacré à notre émission hebdomadaire de ce samedi 28 septembre 2024 en direct sur nos ondes. Le Canada a toujours été une terre d'immigration attirant des personnes différentes des régions du monde, d'abord de l'Europe, puis de l'Asie, de l'Afrique et des Amériques. Ces politiques d'immigration, notamment après la Seconde Guerre mondiale et au cours des années 60, se sont libéralisées, facilitant ainsi l'arrivée de travailleurs qualifiés, de réfugiés et de personnes cherchant une nouvelle vie. La politique du multiculturalisme, adoptée officiellement en 1971, a renforcé l'image d'un pays où toutes les cultures sont valorisées et où l'intégration ne signifie pas nécessairement l'assimilation. Cependant, dans le contexte actuel, la question se pose. Le Canada reste-t-il vraiment le pays de l'image idéale, de l'immigration idéale, ou assiste-t-on à un effritement de ce mythe? En effet, le Canada semble désormais confronté aux nombreux défis de l'immigration. D'abord, les pressions sur le marché du travail et l'économie avec son lot de contraintes à l'instar de la difficulté de l'intégration. De nombreux immigrants, bien que qualifiés, rencontrent des difficultés à faire connaître leurs diplômes et à intégrer le marché du travail dans leur domaine. Par conséquent, beaucoup d'immigrants qualifiés se retrouvent dans des emplois sous-qualifiés et précaires. L'éternelle pénurie de logements, à qui la faute? Le gouvernement, aussi fédéral que provincial, pointe un doigt accusateur sur les immigrants. Selon le prétexte trouvé, l'afflux d'immigrants, surtout dans les grandes villes comme Toronto, Vancouver et Montréal, exerce une pression considérable sur le marché immobilier. Le coût de la vie augmente, en particulier les prix des logements, rendant l'installation des nouveaux arrivants plus difficile et créant des tensions sociales. Il y a aussi l'inflation et la récession. Nous ne manquerons pas aussi de souligner un grand trait les changements politiques et les résistances avec la montée des mouvements anti-immigration qui critiquent le taux élevé de l'immigration qui impacte sur le marché de l'emploi local et les coûts associés à l'accueil des réfugiés. Au Québec, les récentes actualités semblent remettre en cause la vision inclusive et la portée de l'immigration dans un pays qui s'est forgé sur l'immigration. Les immigrants n'arrivent plus à aspirer. Ils étouffent sur le poids des paquets de mesures qui sont prises en catastrophe aussi bien par le fédéral que par le provincial. Que ce soit les attaques contre les programmes de résistance permanente pour les étudiants étrangers ou diplômés au Canada, les travailleurs étrangers temporaires et plus graves dans le cadre du groupement familial, les délais injustes disproportionnés imposés par le Québec aux parrains notamment, toute la machine semble bien unie pour broyer l'immigrant. Pour élaborer davantage autour de ces problématiques, deux invités de marque de l'association à but non lucratif, le Québec c'est nous aussi. En direct sur nos ondes, la présidente Claire Launay et c'est responsable en charge des financements et des partenariats, Thibault Camara. Afin de mieux éclairer la lanterne de nos auditrices et de nos auditeurs, cette association est spécialisée dans la défense des droits et des conditions de vie des personnes immigrantes au Québec. Bien entendu, vos questions sont attendues sur notre page Facebook et sur WhatsApp, le numéro de téléphone étant affiché au bas de l'écran. Madame la présidente, bonjour. Bonjour, pardon. Merci de nous recevoir aujourd'hui. Camarade Thibault, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Enchanté d'être accueilli aujourd'hui sur le plateau. Très bien, première question, Madame la Présidente, c'est à vous. 3 axes majeurs guident votre mission.
défendre, promouvoir, inspirer. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Oui, ben dans le fond, le Québec, c'est nous aussi. Ça a été créé en 2020 au moment du Québec. Moment, les étudiants et les travailleurs étaient touchés. Et dans le fond, nous, on s'est rendu que beaucoup de monde parlait au nom des immigrants, donc notamment des employeurs, des universitaires, des chercheurs, mais en fait, il manquait la voix des personnes directement concernées. Donc nous, notre organisation, le but, c'est vraiment de porter la voix des personnes immigrantes au Québec, donc d'en faire la promotion, c'est-à-dire de valeur des personnes immigrantes à la culture, à l'école notamment. Euh, on veut aussi défendre, et puis là, je pense qu'on va en parler pendant les vies concrètes des personnes immigrantes au Québec. Donc nous, on est là pour s'assurer que entendu et que nos droits sont défendus là où on va être écouté, donc c'est-à-dire dans les gouvernements provincial et fédéral principalement. Et puis inspiré, ben dans le fond, c'est on espère que d'autres vont suivre notre voie et on va pas se retrouver toujours à être les derniers écoutés. Donc c'est tout simplement inspirer d'autres personnes à un petit peu leur action. Quels sont les critères pour devenir membre de votre association? Alors ben n'importe qui peut devenir membre. Il n'y a pas de tant qu'une extrême d'immigration, nous on considère que les personnes immigrantes c'est celles qui connaissent le mieux le système et qui sont le plus à même de comprendre leur parcours et de le défendre. Donc tout le monde, tout le monde qui est déjà passé par Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada et par le ministère de l'Immigration au Québec est le bienvenu chez nous. Claude Camara, Thibaut Camara, est-ce la fin du Oui. mythe de l'immigration au Québec, au Canada en général, au Québec en Mais, particulier? c'est une bonne question. Puis je vous remercie de l'invitation. Puis je tiens à dire que je vous félicite pour la mise en contexte et l'introduction que vous avez fait du point. On est parfaitement aligné sur cette vision-là. Et puis en vue de préparer l'émission aujourd'hui, on avait préparé les dernières récentes déclarations ou annonces qui ont eu lieu au mois de septembre de cette année. Donc juste le dernier mois en cours. Puis c'est ça qui va nous aider aussi à comprendre. Et nous, on s'attaque beaucoup aux choses systémiques, aux choses qui sont pas juste conjoncturelles, mais le long train, le long narratif qui est en train de se placer aujourd'hui au Québec et au Canada, avec, si vous voulez, la fermeture ou la réduction drastique des accès à la résidence permanente et jusqu'alors une explosion du recours à l'immigration temporaire. Mais là, depuis peu, ce qui se passe, c'est que ça met en pratique ce que les gouvernements pensaient de l'immigration temporaire, c'est que quand on n'en a plus besoin, on peut s'en séparer rapidement. Mais ce que les gens oublient, c'est que c'est des humains, c'est des vies, c'est des projets de vie, des projets de famille qui sont derrière tout ça. Et donc, rapidement, ça a été au mois de septembre l'annonce du gel pour la délivrance de permis pour les travailleurs étrangers temporaires à Montréal. Ça a été, il y a 2 semaines, l'abolition de l'aide financière en francisation à temps partiel. Ça va être la diminution au Canada de 10% des permis d'études pour les étudiants internationaux. Ça va être la limite de la délivrance des permis post-diplôme au Canada. Et c'est depuis longtemps, au Québec principalement, l'enjeu de la réunification familiale avec des seuils qui multiplient le temps d'attente par 3 au Québec. Et tout cela est fait en toute connaissance de cause par les gouvernements provinciaux et fédéraux qui finalement sont en train, pas à pas, de mettre des barrières à l'accès au Canada, à la résidence permanente au Canada pour toutes sortes de personnes. Et nous, ce qui nous inquiète, c'est que ces politiques-là, qui sont des choix de politique, sont en plus engrainés par un discours anti-immigration ou un discours public qui vient mettre la faute, comme vous disiez, le doigt accusateur sur l'immigrant, l'immigration. Donc on est la cause de la pénurie de main-d'œuvre, on est la cause de la crise du logement, on est la cause de l'affaiblissement du fait français au Québec, on est la cause de tous les maux dans le domaine de l'éducation au Québec. Et ça commence à faire beaucoup pour des personnes qui souhaitent juste apporter leur juste part,
et avoir une vie normale au Québec et au Canada. Et donc tout ça nous interroge et nous fait réagir par rapport au fait qu'aujourd'hui on pense qu'on est en train vraiment de vivre un changement de paradigme draconien au Québec d'abord, puis au Canada par la suite. Madame la présidente Claire Launay, est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est le gouvernement fait là une fuite en avant en prenant des mesures en catastrophe pour tenter de dissuader l'immigration au Québec? Oui, ça fait plusieurs années que nous, on demande des planifications sur plusieurs années, notamment de l'immigration temporaire, justement pour éviter ce genre de situation. Parce qu'en fait, là, les gouvernements provinciaux et fédéraux ont fait venir pendant plusieurs années, particulièrement par des centaines de milliers de personnes qui sont vraiment allées recruter à l'étranger. Là, ils ont dépensé des millions de dollars pour aller chercher des travailleurs un peu partout dans le monde. Et ensuite, dès qu'au moins, en fait, on devient une variable d'ajustement où maintenant on change les règles en cours de route. Donc des personnes qui sont venues au Canada avec un projet pour s'installer, et on leur a dit si vous faites tant d'années de travail, si vous êtes dans tel domaine, vous aurez accès à la résidence permanente au bout de quelques années. Finalement, on change les règles. Et finalement, ces personnes vont peut-être devoir quitter le Canada très rapidement si leur permis de travail n'est pas parce que les gouvernements n'ont pas vraiment réfléchi. En fait, ils ont juste répondu aux besoins de main-d'œuvre du patronat. Et une fois que la pénurie était réglée, ils ont juste décidé que les immigrants, c'était c'est comme de la marchandise. On en amène, puis on s'en débarrasse quand on n'en a plus besoin, complètement en ignorant, comme disait Thibault, les projets de vie, les familles qu'il y a derrière tous ces projets-là. Il faut rappeler que c'est environ 3500 familles qui vont se retrouver d'ici là sans permis de travail si jamais il n'est pas renouvelé. Et maintenant, M. Thibault, que feront ces familles des enfants qui sont déjà à l'école? Mais c'est exactement... donc il y a deux choses qui nous alertent. La première chose qui nous alerte, c'est ce changement de paradigme vers une espèce de profusion de l'immigration temporaire qui serait utilisée, corvéable à merci, renvoyable quand on n'a plus besoin et si vous voulez pointer du doigt pour tous les maux ou les erreurs politiques. Puis la deuxième chose, c'est toutes les conséquences de ces lois-là sur les personnes qui sont déjà là. Parce qu'au fait, tout ce qui se passe actuellement, comme le disait Claire Launay, c'est que c'est fait à la va-vite, sans prendre en compte ou on ne conçoit pas qu'ils ne soient pas capables de se dire qu'il y a des gens qui vivent et qu'il faut réfléchir aux mesures transitoires pour ces personnes-là. Donc, d'une part, il y a tout le changement de paradigme de permanent vers temporaire, et d'autre part, il y a toute la déconsidération, le manque de considération pour les personnes qui sont ici, qui devraient au moins avoir des mesures transitoires. Donc, le schisme, l'explosion que ça fait dans une vie, de se dire, papa, maman, à partir de septembre prochain, elle doit renouveler son permis de travail, mais le gouvernement a décidé cet été d'annuler le renouvellement, donc papa ou maman ne pourra plus travailler, et donc ça se trouve, l'autre personne qui était sur le permis ne pourra plus travailler, n'aura plus de permis, et puis il n'y a plus de permis. Donc on a 3 mois pour trouver un nouveau travail en permis de travail fermé, puis c'est compliqué. Et donc c'est incroyable de se dire que finalement aujourd'hui, la vie d'un immigrant, ses projets de vie, c'est complètement mis dans un second ordre, alors que c'est des personnes qui sont nos voisines, nos voisins, qui sont utiles. On avait des articles la semaine dernière qui parlaient justement de la pénurie dans les garderies ou centres de la petite enfance qui allaient vivre justement ça parce qu'ils ne pouvaient pas renouveler les permis de leurs travailleuses dans les centres de la petite enfance ou les garderies. Il y a toute cette espèce de conséquence qui est de dire c'est pas grave, la priorité c'est de répondre à une volonté de réduire l'immigration. Les conséquences sur les vies de ces personnes-là, on n'y pense pas. Pour nous, c'est la deuxième alarme, c'est où sont les mesures de transition? Parce que on change les règles en cours du jeu et on est en train d'impacter des milliers de vies de personnes. Mais c'est comme vu que ces personnes ne sont pas dans les espaces publics, dans les espaces politiques, dans les espaces médiatiques, on n'a que faire de la vie de ces personnes-là. Nous allons marquer une pause musicale et nous revenons juste après.
Travailler, c'est ça la vie. Vous êtes sur Immigration FM Radio émettant depuis Montréal au Canada. Désolé pour cet intermède, ce sont des problèmes techniques qui arrivent très souvent. Pour ceux des auditeurs et celles des auditrices qui nous prennent en marche en ce moment, nous accueillons ce samedi 28 septembre 2024 dans le cadre de notre émission hebdomadaire. Claire Delaunay, présidente de l'association à but non lucratif Le Québec, c'est nous aussi, et son responsable en charge de la trésorerie et du financement, Thibaut Camara. Bonjour. Bonjour Thibaut Camara, rebonjour. Désolé pour ces problèmes techniques qui sont indépendants de notre volonté. Alors revenons sur les étudiants. Est-ce que vous pensez que la politique actuelle menée par le gouvernement, aussi bien fédéral que provincial, est un handicap pour les étudiants internationaux? Mais déjà, dans le contexte global, il faut savoir que nous avons beaucoup défendu et connu ce dossier au Québec, c'est nous aussi. Nous avons défendu le cas des étudiants africains francophones qui vivaient une certaine discrimination systémique à travers la machine de l'immigration canadienne. Déjà l'année dernière, et nous avons fait reconnaître justement l'existence de cette discrimination systémique sur les étudiants africains francophones, donc de la sous-région. Ça, c'est une première chose dans le portrait, c'est de se dire déjà, et oui, parmi l'immigration estudiantine, il y a déjà des discriminations vers l'Afrique francophone. Deuxième chose, l'immigration étudiante est vraiment vue au Québec comme une vache à lait, parce que finalement, elle permet, on paye des frais de scolarité vraiment explosifs quand on est étudiant internationaux au Québec, et elle permet de faire financer, si vous voulez, l'ensemble une grande partie du système scolaire, surtout hors de Montréal. Et donc, c'est vraiment toujours intéressant de voir qu'on veut réduire l'immigration temporaire étudiante, alors que celle-ci est un des financements conséquents de ce même modèle d'éducation. Donc, aujourd'hui, nous, ce qu'on voit au Québec, c'est ça. Ce qu'on voit au Canada, par contre, c'est vraiment un emballement vers la restriction et vers le frein de l'immigration qualifiée ou l'immigration étudiante, parce que justement, il va y avoir la réduction du nombre de visas d'études, la restriction d'émission de permis post-diplôme en fonction de certains domaines d'activité ou domaines de diplôme. Donc oui, il se passe que les étudiants internationaux vivent la même chose que les travailleurs temporaires. On est en train de drastiquement baisser parce que sans doute il y a eu des erreurs de planification dans le long terme, et on est en train de drastiquement baisser ce qui faisait la force de l'immigration au Canada, c'est-à-dire si le contrat, c'était si tu es diplômé chez nous, tu pourras travailler chez nous et t'installer chez nous. Et aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui est en train de changer. Et ça dit que les étudiants sont menacés de fin de contrat si jamais ils finissent les études, c'est ça? Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'en cours de jeu, en ce moment, IRCC, donc ça concerne pas forcément le Québec, mais IRCC met des nouvelles règles en cours pour les étudiants pour l'émission des permis de travail post-diplôme. Et donc, il faudra, démontrer une compétence linguistique en français et en anglais, et deux, pour avoir le permis post-diplôme de 3 ans, être dans un marché où il y a une pénurie de long terme. Donc, c'est encore pas très clair. Ça vient de tomber comme annonce, mais vous vous rendez compte que ça tombe comme annonce en septembre pour les choses en novembre. C'est vraiment très affolant. Et ce que ça veut vraiment dire, c'est à quel point il y a une dénégation de son propre système d'éducation, puisqu'on vient demander à des étudiants diplômés au Canada de prouver qu'ils parlent bien anglais ou français, alors qu'ils sont diplômés des universités ou diplômés de collèges ou d'instituts de formation. Donc, ça veut dire qu'il y a comme une espèce, on essaye d'ajouter des barrières qui font, selon nous, pas de sens. Aujourd'hui, demander à un diplômé de l'Ontario s'il parle bien anglais, s'il a son diplôme, c'est qu'il parlait bien anglais, ou sinon son diplôme est pas de la bonne qualité. Faut revoir, faut mettre l'œil là-dessus, mais c'est vraiment
quelque chose qui marche sur la tête. Puis, ça nous rappelle la réforme du programme de l'expérience québécoise qu'avait essayé d'implanter Simon Jolin Barrette en 2019, justement, où il venait mettre des contraintes à l'émission d'un certificat de sélection du Québec pour les étudiants internationaux diplômés au Québec. Donc, on voit que finalement, le Québec influence le Canada influence le Québec, mais jamais dans la bonne direction quand ça touche à l'immigration. C'est toujours plus de barrières, toujours plus de méfiance et d'accusations. Oui, parlant justement de cette influence, dans sa proposition de vouloir réduire à tout prix de moitié l'immigration temporaire au Québec, le Premier ministre François Legault demande à tous les partis fédéraux de le suivre dans sa démarche. Alors que dans l'une de vos déclarations rendues publiques en janvier 2023, votre organisation soulignait avec force que l'immigration temporaire était une opportunité à saisir pour faire face à la pénurie de la main-d'œuvre. Monsieur Thibault, est-ce la fin de la pénurie de la main-d'œuvre au Canada? Alors ça, c'est très intéressant. Puis je pense Claire Launay, notre présidente, le disait en début d'entrevue. C'était que finalement, on se demandait quelle était la vision aujourd'hui et la vision de la planification de l'immigration temporaire. Parce que pour comprendre l'histoire, depuis la pandémie, il y avait une réflexion de dire on a une pénurie de main-d'œuvre comme jamais, c'est le moment de réduire les barrières à l'immigration temporaire. Donc il y avait toute une série de mesures exigées par Québec et accordées par le Canada pour qu'on puisse recourir à plus d'immigration temporaire. Un exemple, on avait augmenté le pourcentage qui limitait le nombre de travailleurs temporaires dans une entreprise. Avant, c'était à 10%, puis on l'avait passé à 20% pour en avoir plus. On avait allongé la liste des exemptions d'études d'impact sur le marché du travail exigées pour certains emplois. Donc, vous voyez, on avait créé un appel d'air pour que ça fonctionne. Et là, maintenant, on est en train de tout refermer. Pourquoi? Ben, on se demande pourquoi. Est-ce que c'est parce que le taux de chômage augmente? Est-ce que c'est parce que l'inflation elle se stabilise ou va augmenter? Est-ce que c'est parce que les taux d'intérêt commencent à baisser? On ne sait guère, mais ce qu'on se rend compte, c'est exactement ce que disait Claire Launay, notre présidente, tantôt, c'est que finalement, l'immigration aujourd'hui, quand elle est vue comme temporaire, elle est vue juste pour une vision utilitariste, pour venir combler un besoin d'une entreprise. Et donc, s'il n'y a plus de besoin, on ferme et on met en danger, on met en précarité les personnes qui sont déjà à l'emploi. Donc, en effet, aujourd'hui, selon notre compréhension, il n'y a peut-être pas forcément plus de pénurie de main-d'œuvre, mais c'est comme si on avait changé notre fusil d'épaule, on disait, OK, machine arrière, on ferme toutes les barrières, on met toutes les barrières possibles à l'immigration temporaire, alors qu'il n'y a même pas un an, on faisait tout l'inverse. Et donc, ça manque d'une planification, ça manque d'une vision, ça manque de données probantes. Et c'est pour ça qu'on est allé défendre notre mémoire sur la planification en septembre 2023, la planification pluriannuelle du gouvernement du Québec, lors de laquelle on avait recommandé à la ministre de l'époque, Madame Fréchette, d'inclure la planification de l'immigration temporaire à même la planification de l'immigration au Québec, parce que pour nous, on parle des mêmes enjeux, des mêmes personnes, et si on ne planifie pas, on fait des erreurs. On l'avait prévenu, et bien aujourd'hui, qui en paye le prix? L'immigration temporaire. L'association dont vous avez la charge a eu à présenter dans le cadre de la consultation générale et des auditions publiques sur le cahier de consultation intitulé La planification de l'immigration au Québec pour la période 2024-2027. Quelles propositions concrètes faites-vous pour améliorer les conditions des immigrants au Québec? Excellente question. Puis j'invite les auditeurs et les auditrices à aller sur notre site internet. On a déposé notre mémoire. Nous, on avait 16 recommandations, mais dans ce qui nous intéresse aujourd'hui, je vais peut-être en sélectionner une partie qui est pour nous vraiment importante. La première recommandation qu'on voulait, c'est justement de réfléchir à l'utilisation d'indicateurs qui montrent comment l'utilisation du français dans l'espace public ou au travail. On recommandait d'utiliser des indicateurs qui montrent l'utilisation du français dans l'espace public ou au travail afin de mesurer la vitalité du fait français au Québec. Parce qu'aujourd'hui, les indicateurs qui sont utilisés, c'est la langue parlée à la maison. Puis, par exemple, si on est marié à quelqu'un où on parle à la maison une autre langue, ça ne veut pas forcément dire qu'on ne sait pas parler le français ou qu'on ne parle pas français au travail. Et donc, ça veut juste pointer les immigrants qui ont comme langue maternelle
qui n'est pas le français. Donc pour nous, c'était pas le bon indicateur. Ça, c'était une première chose parce que on peut avoir dans l'espace commun penser que le frais français est en disparition, mais si on se met d'accord sur les indicateurs, ça serait vraiment important de parler du français dans l'espace public ou au travail. La deuxième grande recommandation, puis c'est ce qu'on parle depuis tantôt, c'était inverser la tendance actuelle pour que l'immigration permanente représente plus de la moitié de l'immigration au Québec. Puis vous le savez, aujourd'hui, l'immigration temporaire fait les grands chiffres avec plus de 600 000 temporaires, alors qu'actuellement au Québec, il n'y a que 50 000 places pour être résident permanent. Donc vous vous rendez compte de la différence, donc d'espèce de folie qu'on est en train de faire dans l'immigration temporaire, contrairement à ce qu'on fait dans l'immigration permanente. Donc, on laisse beaucoup de place aux temporaires, mais les temporaires, ils n'ont pas forcément la chance de pouvoir s'inscrire dans les programmes de résidence permanente, etc., etc. Donc, on est en train de créer une société à deux vitesses, une immigration ultra précarisée, travailleuse, étudiante, demandeurs d'asile, réfugiés, etc., etc. Puis une immigration de haute qualité, très peu vulnérable, qui peut jouir des privilèges de la mobilité internationale. Troisième recommandation, puis je m'arrêterai à 4, puis après, peut-être au pire, s'il y a d'autres questions, je pourrais continuer. La troisième, c'était ce que je vous disais tantôt, inclure dans le processus de planification pluriannuel les catégories d'immigration temporaire afin de se rapprocher d'un portrait fidèle de l'immigration. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, on fait un débat public sur l'immigration permanente, donc 50 à 60 000 personnes, mais on ne fait pas de débat public sur l'immigration temporaire qui est 600 000 personnes. Puis pour nous, c'est vraiment marcher sur la tête de se concentrer uniquement sur ça. Et puis, une de nos revendications phares qui va toucher les dossiers de réunification familiale, par exemple, c'est que le Québec exige d'Ottawa le retrait de la double intention comme critère valable de refus pour l'octroi d'un permis ou d'un visa de résidence temporaire. Donc souvent, les étudiants africains francophones, les époux qui viennent de certains pays qui ne sont pas les pays, on va dire, choyés par le Canada, doivent demander un visa pour venir soit étudier, soit visiter, soit résider au Canada. Et là, un agent d'IRCC peut refuser la demande sous prétexte qu'il pense que la personne ne reviendra pas dans son pays d'origine à l'expiration du visa. Et ça ouvre toute une porte à des possibles discriminations. Pour des étudiants africains, on leur dit, vous n'avez jamais voyagé dans votre vie, donc vous avez peu de chances de retourner dans votre vie vu que c'est le seul voyage de votre vie où vous prenez l'avion. Votre domaine d'études est tellement de niche qu'il n'existait pas dans votre pays d'origine, donc vous avez peu de chances de trouver un emploi dans votre retour, donc on pense que vous allez rester ici. Et ça a laissé vraiment une porte ouverte à beaucoup de discrimination. Donc ça fait partie pour nous d'un volet vraiment important sur lequel justement on devrait demander que Québec demande à Ottawa de retirer cette partie-là et qui en plus vient mettre une espèce d'autorité au-dessus de celle de Québec de la part d'Ottawa dans la sélection de son immigration. Vous avez abordé tout à l'heure le cas des regroupements familial qui défraie la chronique ces derniers temps. Une décision récente d'ailleurs qualifiée d'inique par le collectif Québec réunifié établit le nombre maximal de 13 000 demandes d'engagement qui sera traité pour la période allant du 26 juin 2024 au 25 juin 2025 inclusivement. Comment avez-vous accueilli cette décision? C'est une folie. C'est une folie de la part du gouvernement du Québec de mettre une barrière à la possibilité de Québécois et Québécoises de se marier avec quelqu'un d'autre. Vous vous rendez compte que là, finalement, Québec décide de qui a le droit de vivre ensemble. On marche vraiment sur la tête. Donc, mettre une limite dans la réunification familiale, c'est exiger de dire que je vais sélectionner sur les 30 000 personnes, les 13 000 pour lesquelles je vais accepter qu'elles puissent vivre sous le même toit au Québec. Et pour les autres, vous devrez attendre 1 an, 2 ans, 3 ans même pour pouvoir habiter, vivre sous le même toit. C'est quelque chose d'incroyable qu'on ne pensait pas voir. Nous, on avait recommandé que Québec vide les inventaires dans la catégorie du regroupement familial, justement. Et là, on voit que c'est tout l'inverse. Ils gardent une rigidité extrême, faisant fi de toute humanité ou de toute conscience humaine sur la violence de cet acte
d'empêcher des familles de vivre ensemble et de leur voler 2 ans, 3 ans de leur vie à deux, sous prétexte que Québec décide de qui a droit de vivre ensemble lorsqu'on se marie avec une personne étrangère. Nous allons embrayer avec la question de Monsieur Terry qui veut savoir est-ce que changer de province est une bonne idée ou il vaut mieux attendre les 35 mois? Ça, c'est la question de l'auditeur qui est Terry. Alors, Terry, merci pour la question. Nous ne sommes pas des avocats en droit de l'immigration ni des conseils, donc on n'a pas le droit de prodiguer ce genre de conseils. Ce qu'on peut dire par contre, c'est que c'est toujours risqué de se déplacer avant l'émission de la résidence permanente lorsqu'on est, enfin de demander la résidence permanente dans une autre province pour revenir par exemple au Québec. Ça peut être risqué dans les étapes successives, mais nous avons des témoignages que de plus en plus de personnes réfléchissent à cette option-là, vu la folie des délais. Donc, par exemple, en réunification familiale, pour des Québécois, des Québécoises, ils vont vivre en Ontario ou dans d'autres provinces parce que c'est 3 fois moins long pour pouvoir se réunifier avec son conjoint, sa conjointe. En revanche, pour les délais d'attente de la résidence permanente pour les travailleurs temporaires étudiants internationaux, c'est quelque chose aujourd'hui au Québec qui est plutôt raisonnable. Donc, faudrait pas forcément avoir à le faire, mais pour la réunification familiale, on sait que c'est des choses qui sont faites. Puis les gens risquent peu, ils sont déjà Canadiens, Québécois, ils risquent peu de se déplacer de province pour pouvoir vivre leur amour. Mais c'est fou de se dire qu'aujourd'hui, Québec impose ce contournement aux Québécois, Québécoises, comme si c'était des citoyens de seconde zone du fait qu'ils soient tombés en amour de personnes étrangères ne vivant pas au Canada. Nous allons souffler en musique et nous allons revenir juste après. Aïe, aïe, aïe. Pauvres immigrés. Pourtant, c'est nous, en Afrique, on les appelle comment? Coopérants. Mais ici, ils nous appellent comment? Manjunga. Donnez-moi encore un whisky avant de mourir. Travailleurs immigrés, travailleurs immigrés, travailleurs immigrés, travailleurs immigrés. Bonjour auditrices, auditeurs, bienvenue sur Radio Immigration, radio émettant depuis Montréal au Canada. Pour ceux qui nous suivent, à présent, nous accueillons ce matin 2 invités. Claire Launay, président de l'association à but non lucratif Le Québec, c'est nous aussi, et son responsable en charge de la trésorerie du financement, Camarade Thibault. Camarade Thibault, parlons maintenant de la francisation. Le nouveau ministre de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration, Jean-Robert Joreau, à peine franchi la porte de son bureau, il coupe le budget alloué à la francisation. La francisation est-elle en péril au Canada, au Québec? Oui, rapidement, je peux vous le dire. Cette nouvelle a eu l'effet d'une bombe dans l'ensemble des communautés. Puis, je peux juste donner un exemple de c'est quoi la conséquence. Donc, admettons, vous êtes réfugié ukrainien, vous êtes arrivé, vous fuyez la guerre et avec vos 2 enfants. Vous êtes une femme monoparentale puisque votre conjoint est resté, il est mobilisé par l'armée, par exemple. Donc, vous êtes aujourd'hui au Québec. Vous devez travailler pour payer votre loyer, financer les études de vos enfants, etc. Donc, vous travaillez. À côté de ça, vous étiez ukrainienne, vous parliez pas du tout français, donc vous preniez des cours de francisation à temps partiel, parce que la francisation à temps plein, c'est un tout petit peu en dessous du salaire minimum, puis vous pouvez pas vous le permettre. Donc vous avez besoin de travailler, donc vous travaillez, puis vous faisiez la francisation à temps partiel. Et là, ce qu'on est en train d'annoncer, c'est que la francisation à temps partiel ne sera plus, n'aura plus d'incitatif, donc ça sera désormais il y aura plus d'incitatif financier. Et donc, ça va vouloir dire que des gens vont devoir faire le choix entre se loger et apprendre le français, envoyer ses enfants à l'école et apprendre le français. Donc, des choix de besoins de base versus apprendre le français. Et là, ça veut tout simplement dire que de moins en moins de personnes vont pouvoir faire recours à la francisation. Puis dans les mots du ministre de l'Immigration, Jean-François Roberge, puis j'en profite pour ouvrir une parenthèse. Vous savez sans doute que le ministère de l'Immigration au Québec,
depuis 2018, a connu 5 ministres de l'immigration. C'est un record d'avoir aussi autant de ministres en si peu de temps. Donc vous aviez Simon Jolin Barrette, après vous avez eu Nadine Giraud qui était en plus ministre de leurs Relations internationales, après vous avez eu Jean Boulet qui était en plus ministre du Travail, après vous avez eu Madame Fréchette, et là dernièrement vous avez un nouveau ministre qui est en plus ministre de la Francisation. Donc c'est comme si finalement on n'a jamais eu pas forcément du temps pour comprendre, et ça veut tout dire de cette logique aujourd'hui de ce qui se fait sans doute au ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, cette espèce de improvisation en temps réel. Donc cette annonce-là, c'est majeur, c'est une conséquence inouïe sur le grand nombre de personnes qui avaient choisi la francisation à temps partiel. Et puis c'est vraiment bizarre d'un côté de dire dans la loi de projet de loi 96, les immigrants doivent apprendre le français en 6 mois, mais à côté de ça, ne pas leur permettre d'avoir accès à la francisation de façon moins précaire que c'est là aujourd'hui. Donc c'est comme apprenez le français sans apprendre le français, mais on veut que vous appreniez le français. C'est vraiment comme on dit en bon québécois, parler des deux côtés des deux bords de la bouche en même temps. Maria Gonzalez, originaire du Chili et récemment installée à Montréal, parlant de cette francisation, pose la question suivante. Avec les récentes coupes dans les aides financières pour les cours de francisation à temps partiel, quelle est la position de LQCNA, votre organisation, sur l'impact que cela aura sur l'intégration des personnes immigrantes? Quelles solutions alternatives proposez-vous pour garantir l'accès à ces ressources essentielles d'apprentissage du français? Merci beaucoup, Maria Gonzalez, pour la question. Je pense que je me suis pas mal exprimé sur justement sur, selon nous, les conséquences de cet abandon de la francisation. Donc, vous vous rendez compte, hein, on va dire que c'est à cause des immigrants que le français disparaît, mais on ne donne pas les armes aux personnes immigrantes de se franciser, et on est surpris de la volonté des personnes immigrantes de se franciser. C'est vraiment comme une espèce de complexité inouïe de comprendre comment les gens qui gouvernent pensent les immigrants. Donc on doit être coupable et on n'a pas forcément de façon de s'en sortir. Les solutions alternatives, nous sommes un mouvement de défense des droits, donc un mouvement de mobilisation populaire. Pour nous, c'est là justement représentation de notre réalité, c'est parler à nos députés, parler à ceux qui font les lois, visualiser justement ces impacts-là pour que ça change. Je pense que c'est au gouvernement provincial de trouver une solution et pas encore une fois de donner la charge de trouver une solution aux personnes qui sont victimes de cette loi-là ou de cette injustice-là. Donc, nous, ce qu'on va travailler au Québec, c'est nous aussi, c'est des représentations pour que on n'abandonne pas la francisation à temps partiel et son incitatif, parce que c'était une majorité de personnes qui pouvaient justement bénéficier de la francisation et faciliter leur intégration économique. Autre question, Guyane Tran de Québec. Étant donné de longues files d'attente pour accéder aux cours de francisation, avec certains immigrants qui doivent attendre plusieurs mois avant de commencer les cours, comment le gouvernement et les organismes comme le vôtre peuvent-ils collaborer pour réduire ces délais et améliorer l'accès à l'éducation en français? Très bonne question. Nous, ce qu'on va faire, c'est continuer les représentations. Donc, si jamais il y a des personnes qui sont victimes, puis on a commencé à rassembler des témoignages, à nous les faire parvenir pour que nous, on puisse documenter ce fait. Pour nous, ce qui est très important dans la défense de droit, c'est montrer les impacts par donner la voix à ceux qui n'en ont pas. C'est pour ça qu'il y a une organisation de défense de droit. Nous sommes tous et toutes des personnes immigrantes dans le bureau, dans le conseil d'administration. Donc ça, pour nous, c'est très important. Donc, ceux qui connaissent ces impacts-là sont les personnes qui les vivent, et ceux qui peuvent proposer sont les personnes qui les vivent. Donc, n'hésitez pas à suivre notre page et à nous envoyer vos témoignages pour qu'on les fasse remonter. Nous, ce qu'on avait recommandé, c'était justement une facilitation du site Francisation Québec. On avait reconnu l'intérêt de lancer Francisation Québec. Donc là, aujourd'hui, les délais sont tels que des gens abandonnent la francisation. C'est une vraie question d'ordre stratégique pour le gouvernement du Québec. Donc, on va continuer nos revendications pour accélérer les délais d'attente et réduire les délais d'attente, et surtout essayer de remettre les incitatifs à l'apprentissage du français à temps partiel, qui était un choix de beaucoup de personnes immigrantes qui avaient besoin de gagner un peu plus que le salaire minimum pour survivre. Compte tenu des délais de temps mort de tout à l'heure,
non dépendant de notre volonté. Nous allons rallonger notre émission de 10 minutes. Autre question, cette fois d'Amina Mba. Face à la crise du logement qui sévit au Québec, quelles mesures votre organisation recommande-t-il pour équilibrer les flux d'immigration avec la disponibilité des logements tout en assurant un traitement juste et une intégration réussie des personnes immigrantes? Merci Amina pour la question. Dans la question, il y a un présupposé dont on n'est pas sûr, c'est que ce sont les immigrants qui créent la crise du logement. Les immigrants ne créent pas la crise du logement. Ce qui crée la crise du logement, c'est l'absence de logement. Et l'absence de logement, elle n'est pas décidée par les personnes immigrantes, mais par les planificateurs gouvernementaux qui sont le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec. Donc là, selon notre compréhension, la crise du logement, elle est due à des enjeux de planification, un dans la construction, mais deux dans la planification, l'immigration temporaire. Donc il faut impérativement, inscrire la planification, l'immigration temporaire dans la planification du Québec, parce que je le rappelle à Amina, elle n'en fait pas partie. Donc, elle est gérée sans contrôle ou sans discussion publique, cette immigration-là, et elle est laissée justement à des décisions de lobby sur cette partie-là. Et la deuxième chose, oui, avoir un logement quand on est immigrant, ça participe à son intégration réussie. Puis les premières personnes qui sont victimes de la crise du logement au Québec sont les personnes qui vivent des enjeux de vulnérabilité, que ça soit une méconnaissance de la langue, méconnaissance des droits, des personnes immigrantes arrivées il y a peu, des résidents non permanents ou des demandeurs d'asile et même des personnes sans statut. Donc, les personnes immigrantes sont majoritairement victimes de cette crise du logement. Et donc, pour nous, c'est impératif justement que le gouvernement planifie mieux cette immigration, donc qu'on en discute d'une part, et que deux, la possibilité, la disponibilité de logement augmente au Québec, parce que c'est pas vrai qu'on va laisser l'immigration être la responsable de tous les maux que le gouvernement du Québec ou du Canada ont mal planifié. La question, cette fois, est d'Alexis. De nombreux immigrants rencontrent des difficultés à trouver un emploi dans leur domaine en raison des barrières linguistiques, exacerbées par des changements politiques comme la loi 96. Comment votre organisation propose-t-elle de soutenir les immigrants dans la surmontée de ces obstacles, en particulier dans le secteur professionnel nécessitant des compétences avancées en français? Très bonne question. La principale barrière aujourd'hui pour l'accès au marché du travail au Québec, c'est ce qu'on appelle l'expérience québécoise. Et donc, finalement, aujourd'hui, pour beaucoup d'immigrants, la première expérience québécoise est la porte d'entrée dans le marché du travail. Et malheureusement, cette première expérience québécoise, elle est laissée aux enjeux de barrières qui existent comme la non-reconnaissance de diplôme, la non-reconnaissance de l'expérience hors Québec, et etc., qui font que malheureusement la première expérience québécoise est à des niveaux moins qualifiés que les personnes. Donc les personnes immigrantes sont majoritairement surqualifiées par rapport à l'emploi actuel et le diplôme de leur pays d'origine. Donc ça, pour nous, c'est ça le premier frein. Le deuxième sur l'exigence du français, c'est sans doute un frein qu'on n'a pas encore documenté. Par contre, ce qu'on a documenté, c'est que souvent, l'anglais devient une raison supplémentaire de discriminer les personnes immigrantes. On va leur demander de maîtriser 2 langues, alors que pour les natifs, on va leur demander de maîtriser que le français. Et donc, ça, faut faire vraiment attention à cette volonté parfois de discriminer les personnes immigrantes en disant, ben oui, vous connaissez le français, mais doit connaître l'anglais. Quelque chose qu'on ne se permet pas de faire avec les Québécois. Par rapport au changement de la loi 96, les enjeux que nous on pointe, c'est des enjeux de non-service qui pourraient se faire dans le domaine de la santé ou dans le domaine des études. Donc, on pourrait très bien avoir des gens peut-être moins bien intentionnés
qui exigerait qu'on montre un passeport ou autre à un parent qui vient à une réunion parent-prof en disant « Moi, je vais pas vous répondre en anglais parce que ça fait, selon moi, plus de 6 mois que vous habitez au Québec, donc c'est en français. » Et donc, on aurait peur justement de ce climat de société qui pourrait venir suspecter à qui j'ai droit ou à qui j'ai pas droit de parler en une autre langue que le français. Nous allons un peu aller La plus vite. façon dont nous, on pourrait soutenir, c'est encore une fois notre façon de faire. On n'est pas une organisation qui donne du service, mais une organisation qui représente les intérêts. Donc, on parle à tous les échelons des gouvernements, tous les partis politiques pour faire avancer nos dossiers. Et vous le savez qu'en immigration, c'est complexe, mais on a quand même pas mal de victoires à notre actif. Sophia pose la question suivante. Avec des partis politiques comme le PQ qui proposent une réduction drastique des essais d'immigration, quel rôle votre organisation entend-elle jouer dans les discussions politiques pour s'assurer que le système d'immigration soit équilibré et humain tout en répondant aux besoins démographiques et économiques du Québec? Sophia, c'est une excellente question. Nous, on parle à l'ensemble des formations politiques représentées à l'Assemblée nationale. Ce qu'on essaye de documenter justement lorsque les partis font les annonces, c'est les impacts que ça veut dire. Donc, vous savez, nos 3 mantras, c'est défendre, inspirer et promouvoir. Donc, on va justement promouvoir cet apport de l'immigration, s'assurer justement d'un traitement humain. Et donc, notre façon de travailler, c'est toujours remettre l'humain, les histoires des personnes au cœur des systèmes pour pas que justement on pense que l'immigration, c'est une colonne de chiffres dans un chiffrier Excel, c'est des idées vagues de personnes. Non, c'est des personnes à qui on donne des droits, on permet de rêver, on autorise des choses et on peut pas tout changer en cours de route. Donc, on fait attention à cette partie-là. Puis 2, on fait attention aussi aux conséquences de la parole publique. Lorsque le précédent ministre de l'Immigration, Jean Boulet, avait dit la phrase « 80% des immigrants ne parlent pas français, ne veulent pas travailler et vivent à Montréal », nous, on avait appelé une mobilisation populaire et une manifestation pour rejeter ces paroles-là, qui, lorsqu'elles sont dites par un ministre de l'Immigration, du Travail, de la Solidarité sociale et de l'Économie, c'est vraiment une force d'impact qui fait que au quotidien, des personnes immigrantes peuvent désormais se faire insulter plus facilement parce qu'un ministre l'a dit. Donc, on fait vraiment attention à ça, que ce soit un ministre ou des partis politiques. Mais je pense que la question de Sophia était très juste par rapport justement à l'équilibre et à l'aspect humain de l'immigration qui doit demeurer avant tout fait pour les personnes qui la traversent. Et malheureusement, ceux qui font les lois en immigration sont rarement les personnes qui ont traversé des expériences d'immigration. Une autre question, nous en avons tellement posé aujourd'hui à votre organisation. Alors, c'est Rajiv, les délais dans le traitement des dossiers de réunification familiale causent beaucoup de détresse parmi les familles immigrantes. Quelle démarche votre organisation prône-t-il pour accélérer ces processus et comment envisagez-vous soutenir les familles touchées par ces retards? Alors, notre principale démarche, et ce qu'on dit lorsqu'on rencontre le ministre de l'Immigration du Québec en immigration, francisation, intégration, c'est vider les inventaires. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, parce qu'on est québécois et qu'on est tombé amoureux de quelqu'un qui réside dans un pays étranger, on mette 3 ans à être autorisé à vivre ensemble au Québec. Ce n'est pas normal et c'est même questionnable au niveau des droits humains. Ça, c'est la première chose. Donc, nous, ce qu'on pousse comme revendication, c'est ça. 2, les autres démarches qu'on fait, c'est de travailler très fort avec une belle organisation qui s'appelle Québec Réunifié, qui justement documente le fait, mobilise la société civile et politique et médiatique par rapport aux impacts que ça peut avoir sur les familles. Il y a eu des conférences de presse à l'Assemblée nationale sur des personnes qui ont dû subir des avortements parce qu'ils ne voulaient pas vivre seuls et accoucher seuls sans leur conjoint, leur conjointe. C'est vraiment des choses qu'on fait vivre dans la chair de personnes. Et souvent, on a une espèce de déconsidération en se disant qu'on pourrait choisir de qui on tombe amoureux. Vous n'aviez pas qu'à choisir de tomber amoureux d'un étranger. Ça, pour nous, c'est des discours vraiment délétères sur lesquels on va se battre. Donc, 1, vider les seuils, de travailler avec les personnes concernées et faire du pouce sur le travail très fort que Québec Réunifié fait. Mais pour nous,
il faut faire de la place pour ces personnes-là. C'est des Québécois, Québécoises qui sont quasiment intégrés parce qu'elles vivent avec des Québécois, Québécoises. Elles vont parler français. Elles vont s'installer, pas forcément en plus dans la région métropolitaine de Montréal. Pour nous, on comprend pas comment c'est possible en 2024 qu'un gouvernement vienne décider de qui on a le droit de tomber amoureux. Compte tenu du temps qui nous est imparti, nous sommes déjà tenus à la gorge. Nous allons prendre 2 dernières questions et puis ce sera la fin de cette émission. Fatima, avec une insistance consistante sur l'immigration temporaire au Québec, comment votre organisation propose-t-elle d'équilibrer les flux d'immigration temporaire et permanente pour garantir une intégration à long terme, notamment en ce qui concerne la langue et l'emploi? Alors, nous, c'est une très bonne question. On avait une recommandation justement par rapport à ça. C'était la dernière recommandation de notre mémoire. C'était planifier le nombre d'admissions à la résidence permanente pour que celui-ci soit comparable ou supérieur au solde migratoire. Donc, au fait, nous, ce qu'on se rendait compte, c'est que le solde migratoire, c'est la différence entre les personnes qui viennent et les personnes qui repartent. Et nous, ce qu'on se rendrait compte, c'est que le solde migratoire était de plus en plus impressionnant, donc de plus en plus positif. Donc, il y avait beaucoup de personnes qui arrivaient et moins qui repartaient. Mais les admissions étaient toujours stables autour de 50 000, 70 000 par année. Nous, on dit qu'il faut qu'il y ait une réflexion pour une adéquation entre le nombre de personnes qu'on accueille et la place qu'on fait pour pouvoir vivre de façon pérenne et confortable au Québec. Parce que plus on laisse se séparer le sol, donc l'écart entre les personnes qui arrivent et qui repartent, avec le nombre de personnes qui ont le droit de rester plus longtemps, plus on crée 2 sociétés et plus on désorganise, comme le disait Fatima, les différents flux finalement par rapport à l'immigration. Et concernant la langue, nous, on n'a pas de revendication particulière par rapport à la langue de travail et d'emploi au Québec est le français. Mais si jamais on ne donne pas la chance aux immigrants de parler français, on les maintient dans une précarité et une vulnérabilité. Ils resteront corvéables à merci à des employeurs parfois peu scrupuleux. Avant-dernière question, elle vient de Carlos. Avec l'annonce du gouvernement fédéral de réduire le nombre de permis d'études délivrés pour les étudiants étrangers de 10% en 2025, quel est l'impact anticipé sur l'accès à l'éducation pour les étudiants internationaux? Très bonne question de Carlos. C'est quelqu'un qui est pas mal documenté, puis je les félicite. Je pense que c'est très important de se documenter parce que si on s'occupe pas de nos droits, ben, quelqu'un va s'en occuper à notre place. Donc, c'est une très bonne question d'empouvoirment. C'est un frein. Donc, ça veut dire qu'on va laisser 10% de chance de moins. Puis 10% de chance de moins, nous, ce qu'il faut qu'on se concentre, c'est pour savoir est-ce que ça va toucher de façon disproportionnée telle et telle population. On est très vigilant par rapport à la population francophone de l'Afrique, de l'Ouest principalement. On fait vraiment très attention à ça pour voir si ça va pas être une occasion de plus pour discriminer. Parce que finalement, on va réduire les seuils. Puis je le dis à Carlos, on va aussi augmenter les seuils pour passer les sélections de sécurité financière. Donc on va exiger encore et toujours plus d'argent de la part de ces étudiants-là et on va en admettre moins. Donc, ça va dire toujours plus d'étudiants plus fortunés, plus privilégiés pour toujours moins d'égalité ou d'internationalisme ou de réflexion universelle sur l'accès aux étudiants internationaux à l'éducation au Canada. Samantha, dernière question. Avec l'annonce récente du gouvernement de Legault visant à limiter le nombre d'étudiants étrangers dans les établissements d'enseignement québécois, comment votre organisation réagit-elle face à cette mesure? En toute transparence, je pense que la communauté étudiante d'étrangères internationales n'est toujours pas remise de ce qu'elle a vécu avec le gouvernement Legault pour la réforme du programme de l'expérience québécoise, où pendant 1 an et demi, on a joué avec notre patience des droits acquis, des pas droits acquis, des accès à la résidence permanente, des pas accès à la résidence permanente, des explosions de délai. Donc, la confiance n'est pas rétablie aujourd'hui. Donc, avoir ce genre d'annonce-là, je vous cache pas que l'ensemble de l'écosystème est paniqué. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les étudiants internationaux participent de façon très conséquente au financement du système d'éducation supérieure québécois.
Donc, on se demande comment c'est possible aujourd'hui de couper des places, sachant qu'il y a des programmes à Magog, à Matane, pardon, par exemple, ou dans le Bas-Saint-Laurent, qui fonctionnent uniquement parce qu'il y a des inscriptions et des étudiants internationaux qui payent des frais très très forts pour permettre à des Québécois natifs ou des personnes nées ici de pouvoir avoir accès à l'étude secondaire. Donc pour nous, c'est quelque chose sur lequel ça va être une de nos priorités à suivre ce dossier-là, parce qu'on sait à quel point les choses peuvent être bâclées et faites sans réfléchir aux conséquences. Donc on va déjà faire attention à que ça n'impacte pas les étudiants actuels, et on va essayer de comprendre ou de se battre contre un impact futur d'étudiants qui viendraient par la suite. Oui, vraiment pour terminer, nous avons Mohamed qui a posé une question sur les demandeurs d'asile. Dans un contexte où le ministre de l'Immigration, Jean-François Roberge, affirme que la pression exercée par le gouvernement du Québec a porté fruit, mais qu'aucun progrès n'a été réalisé concernant la répartition équitable des demandeurs d'asile au Canada. Comment votre organisation envisage-t-elle de participer à ce débat pour s'assurer que les demandeurs d'asile ne soient pas pris en otage dans les tensions politiques entre Québec et Ottawa? Dernière question et puis nous... Très bonne question, puis je félicite une nouvelle fois la connaissance de vos éditeurs sur les questions d'immigration, c'est du très très haut niveau. Les immigrants, malheureusement, pour répondre à Mohamed, sont pris en otage. Parfois, on utilise la phrase sont la balle de ping-pong entre Québec et Ottawa qu'on se renvoie à chaque fois, quel que soit le dossier. Et les demandeurs d'asile, c'est justement la même chose. On a vu le Premier ministre du Québec, lors d'une conférence de presse, accuser le Premier ministre Trudeau que ça n'avançait pas sur cette partie-là. Donc, la façon dont nous, on va travailler justement, c'est avec la coalition pour la régularisation des statuts. D'une part, pour que tous ceux qui n'aient pas de statut puissent un jour accéder à un statut, et d'autre part, pour justement essayer de protéger les droits des demandeurs d'asile qui aujourd'hui sont parfois tentés d'être remis en question en disant mais est-ce qu'ils fuient vraiment la guerre, et surtout d'essayer d'agir avec une certaine égalité en recours avec le droit international, parce qu'on l'a vu lorsqu'on parlait des réfugiés ukrainiens ou des citoyens ukrainiens qui avaient droit à un permis de travail au Canada de 3 ans renouvelable, etc. Et le traitement qui est fait pour les citoyens canadiens, résidents permanents canadiens ou réfugiés de Palestine qui fuient un génocide, de aujourd'hui essayer d'avoir un permis de pouvoir quitter même la bande de Gaza pour s'installer au Canada. On voit un espèce de 2 poids 2 mesures. Puis pour nous, ça c'est très grave. Donc la régularisation pour tous. 2, essayer de sauver les immigrants de la balle de ping-pong d'une prise d'otage entre les atermoiements politiques québécois et canadiens dans un contexte électoral. Et 3, une égalité dans le traitement des personnes, quel que soit leur statut, leur pays d'origine, dans l'accès justement à l'asile au Canada et au Québec. Camarade Thibault, un dernier mot pour les étudiants étrangers internationaux qui sont de plus en plus inquiets face à leur avenir. Face à leur avenir, l'avenir au Canada. Un dernier mot, s'il vous plaît, et nous clôturons l'émission. Moi, ça serait un mot de mobilisation et d'espoir. La réforme du programme de l'expérience québécoise avait été faite dans les ministères sans jamais en parler, puis du jour au lendemain, c'est appliqué. Et c'est parce que dès novembre 2019, nous nous sommes mobilisés qu'on a réussi des victoires sans précédent pour la communauté immigrante au Québec, qu'elle soit étudiante ou travailleurs temporaires. On a réussi cet arc de l'Alliance. Donc, c'est important pour les étudiants internationaux qui sont déjà au Québec de se mobiliser avec notre organisation, avec leur propre organisation pour défendre les intérêts. Et nous, on peut essayer justement de représenter l'intérêt des futurs étudiants, parce qu'un étudiant international, il décide pas la veille pour le lendemain de venir au Canada. C'est parfois des projets de vie qui sont bâtis. Depuis 2-3 ans, quelqu'un en Guinée va mettre de l'argent de côté pour un programme qu'il a repéré dans le Bas-Saint-Laurent, etc. Et lorsque le gouvernement fait des changements comme ça, il se rend pas compte que
il y a des conséquences vraiment directes et indirectes sur des planifications de personnes qui avaient conçu avec les règles en place, etc. Donc, dès que tout bouge, il y a ça qui vient se représenter. Donc, nous, c'est aussi quelque chose sur lequel on peut porter la voix de ces personnes-là qui, malheureusement, sont pas forcément aujourd'hui au Québec, mais avaient des intérêts au Québec, avaient planifié des choses au Québec, etc. Donc, moi, je garderai un mot d'espoir. C'est la mobilisation qui nous a permis. Seul lutter, c'est déjà gagné. Donc, c'est pas la mobilisation qu'on a déjà gagné des victoires, surtout avec les étudiants internationaux. Donc, il faut pas avoir peur de se mobiliser, de se relever les manches, parce que si on le fait pas, personne ne le fera pour nous, malheureusement. Donc, mobilisation, c'est pour moi, et espoir, c'est pour moi les deux mantras qu'on doit utiliser pour les étudiants internationaux, surtout au Québec, avec les annonces qui sont faites et avec le climat actuel d'une espèce de méfiance de l'immigration, quelle qu'elle soit. C'est ici que prend notre émission hebdomadaire très enrichissante de ce samedi 28 septembre 2024. Immigration FM par ma voix. On remercie grandement Claire Launay et Thibaut Camarade de nous avoir honorés de leur rendez-vous, de leur présence à ce rendez-vous médiatique. À la présentation, Norbert Ngantechana, à la technique, Alain Zinghi Boniface. À la prochaine, si Dieu le veut. Au revoir. Mais voler, c'est pas bon. Demander la charité, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut travailler. Manjunga, donnez-moi un whisky avant de mourir.